La semaine dernière, j'ai eu un appel découvert avec un prospect, un dirigeant français. On va l'appeler Thomas. C'est pas son vrai prénom, bien sûr, mais on va l'appeler comme ça. Euh, Thomas, avec une entreprise qui propose un logiciel. Je n'en dirai pas plus. L'idée, c'est pas de le pointer du doigt, mais c'est vraiment de partir d'une vraie conversation pour illustrer le sujet d'aujourd'hui. Donc, voilà le contexte. On discute, on vient au sujet de ce qu'ils ont déjà fait pour justement réussir sur le marché américain et ce qui n'a pas marché. Et là, il me dit, bah, ça fait 3 mois qu'on prospecte aux États-Unis. J'ai à peu près 3500 contacts bien qualifiés, enrichis dans notre CRM. On a envoyé des campagnes, on a relancé. Honnêtement, au total, j'ai eu 8 réponses, dont 5 pour me dire non et un qui a juste répondu LOL. Bon, alors je lui demande, OK, donc avant de contacter ces 3500 personnes, heu, combien savaient que tu existais déjà? Et donc là, il me sort, «Bah non, mais c'est pour ça qu'on les contacte, non? C'est pour se faire connaître». Oui, c'est vrai, mais vous avez peut-être 2000, 3000, allez, peut-être même 5000 noms bien rangés dans un CRM, dans un fichier Excel ou autre. Vous avez bien fait le tri avec les bons titres de poste, vice-président opération, director of procurement, CTO, etc., etc. Et vous avez aussi fait le tri pour avoir que des entreprises qui matchent pile poil avec votre produit client idéal. Donc, vous avez déjà fait du beau boulot d'enrichissement de données. Vous lancez les campagnes et vous relancez et vous optimisez vos messages au fur et à mesure. Et là, crickets. Ou pire, quelques réponses polies, plus ou moins, on va dire, pour vous dire non. Mais dans tous les cas, vous vous demandez, mais pourquoi ça marche pas? Bienvenue dans le Transatlantic Entrepreneur Podcast. Je suis Christina Rebuffet-Brodus et aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle l'illusion du fichier plein. Alors, déjà, il y a une différence dans l'approche à la prospection. En Europe, en France surtout, ça fait 20 ans que j'habite en France, que j'ai 10 ans que j'ai une entreprise. Donc, je vois aussi comment fonctionne la prospection ici. Ça suit une certaine logique. Vous voyez, on identifie des entreprises cibles, on enrichit les données, on prépare une séquence de mails bien rédigée, bien pensée. On cherche peut-être même à éduquer son marché, à montrer sa crédibilité solide, avant peut-être d'attaquer trop frontalement dans le vif du sujet, le problème et la solution très concrète qu'on apporte. Donc, on envoie les messages, on relance 2-3 fois, et puis parfois, ça marche, mais pas toujours, hein. Mais suffisamment pour que ça reste la méthode principale pour trouver les clients. Donc, quand vous regardez le marché américain, vous vous dites naturellement, et c'est normal, bon, ça va être pareil, mais en plus grand. Je vais juste faire la même chose, mais en anglais et avec des contacts américains. Si vous vous reconnaissez là-dedans, cet épisode va vous intéresser parce que c'est peut-être c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Ou peut-être c'est peut-être votre plan pour les 6 prochains mois. Le truc, vous voyez, c'est que cette approche sous-estime complètement une différence fondamentale entre les deux marchés, français et américains. En France, quand vous contactez quelqu'un à froid, vous savez que ça va prendre du temps. Et justement, j'entends souvent de mes propres clients, c'est pour ça qu'ils veulent aller sur le marché américain parce que la décision est beaucoup plus rapide. Mais en France, vous savez, vous comptez sur justement la prudence, la réflexion. Vous envoyez votre message, vous savez que la personne va peut-être le lire, y réfléchir, revenir dessus quelques jours plus tard et peut-être au bout de, je sais pas, 6, 8, 12 mois, voire plus, peut-être vous allez rentrer dans une conversation. Et vous construisez progressivement car vous savez que vous devez gagner le droit à être écouté ou lu et que ce droit, ça prend justement beaucoup de temps à le gagner. Aux États-Unis,
on va prendre une image aux États-Unis. Imaginez que chaque contact que vous avez, chaque contact, c'est une maison. Donc, vous avez l'adresse de cette maison, ok? Vous y allez et vous frappez à la porte. Et cette porte, elle s'entrouvre pendant 5 secondes. 5 secondes, peut-être même moins. Et pendant ces quelques secondes, soit vous dites quelque chose qui fait que la personne ouvre en grand et vous invite à entrer, soit la porte se referme. Et là, bonne chance pour la rouvrir. Donc, je dois voir tout de suite, en fait, ce que vous m'apportez. Je dois voir tout de suite que vous me comprenez, que vous savez résoudre mon problème, que vous avez confiance en ce que vous proposez, que vous, en fait, vous arrivez pour m'apporter une opportunité, pas pour demander si je veux acheter ce que vous vendez. Alors, qu'est-ce qui fait justement que cette porte va vraiment s'ouvrir? Alors, aux États-Unis, les gens sont paradoxalement plus ouverts et plus impitoyables. Plus ouverts, oui, un Américain, il va peut-être lire votre mail, il va peut-être même vous répondre si vous avez réussi à capter son attention, ou peut-être il va aller regarder sur votre site web, car après tout, peut-être vous représentez une opportunité. Donc, ça, c'est à vous de le communiquer en 3 phrases, par exemple, si vous envoyez un message. Mais attention, parce que cette ouverture apparente ne veut pas dire que vous avez son attention réelle. Vous avez juste réussi à franchir le premier filtre. Maintenant, commence la vraie bataille. Est-ce que vous arrivez à créer assez de crédibilité assez vite pour qu'ils vous prennent au sérieux? Parce qu'un VP of Operations américain, il reçoit, et là c'est des chiffres récents, entre 50 et 200 sollicitations par jour. Pas par semaine, par jour. Les mails, LinkedIn, les appels à froid, des vendeurs qui ont tous un bon produit, qui ont tous fait leur devoir, qui ciblent tous les bonnes personnes. Donc, comment il filtre ce type? Comment il décide à qui il va vraiment accorder son temps? Il ne se demande pas consciemment est-ce que cette personne existe dans mon monde? Non, bien sûr que non, personne ne se pose cette question-là. Mais il fait quand même un tri rapide. Donc, il cherche des trucs qui montrent que vous êtes sérieux et que vous êtes réel et que vous avez quelque chose à lui apporter. Alors, est-ce que quelqu'un qui connaît pourrait recommander cette boîte? D'ailleurs, est-ce que peut-être votre message est arrivé jusqu'à lui parce que quelqu'un vous a recommandé? Est-ce qu'il a déjà entendu votre nom ou le nom de votre entreprise quelque part? Est-ce que cette entreprise a l'air établie, pas juste un vendeur qui passe? Si rien ne clique dans ces 5 premières secondes, la porte se referme et votre mail parfaitement rédigé avec votre proposition de valeur ultra pertinente, il va rejoindre les 183 autres mails de cette semaine qui sont restés sans réponse, qui sont partis directement à la poubelle. Alors bon, maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait que ce VP of Operations ou n'importe quel prospect américain va vraiment vous écouter? Et ce que je vois en travaillant avec des entreprises françaises qui veulent percer aux États-Unis, c'est ce qui crée la confiance, ce n'est pas d'abord votre produit. Ça peut être paradoxal. C'est pas forcément le produit en premier. C'est pas forcément les études de cas. Même si c'est très important d'en avoir et ça peut aider. Mais là, pas ici dans cette discussion-là quand vous cherchez juste à ouvrir la porte. Et c'est même pas forcément votre pitch ultra optimisé. En fait, ce qui crée la confiance, c'est comment vous vous présentez. Et là, c'est la partie qui est souvent ratée, car comme on dit en anglais, shorter is better. Plus c'est court, mieux c'est. Quand vous contactez quelqu'un aux États-Unis, ça prend 2 secondes pour que cette personne se fasse une opinion. Peut-être même moins. J'ai même entendu un quart de seconde. Mais bon, après, je ne sais pas si on a vraiment les mesures précises. Bref, peu importe que ça soit un quart de seconde ou 2 secondes, vous avez très, 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 très peu de temps pour que la personne se fasse une opinion de vous. Et cette opinion ne se repose pas sur la perfection de votre message. Elle repose sur 4 ou 5 choses très simples. D'abord,
Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Alors, pas de manière scientifique, technique, plein de jargon, mais de manière accessible, dans un langage de tous les jours. Est-ce que vous pouvez expliquer le problème clairement en 2 phrases, sans jargon inutile? Deuxièmement, est-ce que vous êtes enthousiaste? Alors, pas cette super enthousiasme un peu trop des Américains, mais on va dire enthousiaste authentique. Parce qu'un Américain, il peut sentir à 10 kilomètres ou 10 miles plutôt, si vous y croyez vraiment ou si c'est juste un prospect de plus pour vous. Donc là, vraiment, il faut être enthousiaste parce que vous savez que vous apportez une solution à son problème et vous avez envie de l'aider. Troisièmement, est-ce que vous vous focalisez sur le problème, sur son problème ou sur votre produit? Parce que franchement, tout le monde s'en fout de votre produit. Alors, je suis désolée de le dire comme ça, mais ce qu'ils veulent savoir, c'est va-t-il résoudre mon problème? Donc, si vous passez les 3/4 de votre message à décrire les fonctionnalités de votre produit, donc là, tout de suite, vous avez perdu. Quatrième, et c'est important, est-ce que vous avez l'air de quelqu'un avec qui c'est facile de travailler? Ou est-ce que vous avez l'air compliqué, désagréable? Parce que la complexité aux États-Unis, ça ne signale pas l'expertise, ça signale que vous ne savez pas communiquer. Et si vous ne savez pas communiquer par mail, par DM, même par téléphone, ce n'est pas bon augure pour toute la relation. En fait, il doit voir que vous êtes sympa, en fait. Alors, maintenant, voici le truc qui rend tout ça encore plus compliqué. Si vous contactez quelqu'un à froid, vous n'avez aucune crédibilité préalable, 0. Et vous avez 5 secondes, voire moins, pour en créer. Alors, comment on fait ça? Comment on crée de la crédibilité en 5 secondes quand on est inconnu et en plus dans un autre pays parfois? Alors, on va en parler du reste de cette stratégie parce que la réponse, ce n'est pas dans le pitch lui-même, malgré ce qu'on pense souvent. Ce que je vois souvent, justement, chez les boîtes qui signent vraiment des deals aux États-Unis dans les 6-8 premiers mois, c'est justement qu'elles ne comptent pas uniquement sur la qualité de leur mail, de leur message, de leur pitch pour créer cette crédibilité en quelques secondes. En fait, elles se demandent qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui va jouer en ma faveur quand quelqu'un reçoit mon message. Et là, il y a plein de façons d'y arriver. Certains vont aux bons événements, pas forcément pour être, vraiment pas juste pour être visible d'ailleurs, mais pour avoir des vraies conversations, pour que leur nom commence à circuler dans l'industrie, le secteur qui cible aux États-Unis. D'autres vont se faire introduire. Alors, peut-être par des clients existants, peut-être par des partenaires, peut-être par des investisseurs ou par des consultants qui connaissent du monde dans le secteur et qui peuvent faire cette mise en relation. D'autres créent du contenu qui leur donne de la visibilité. Alors là, on est vraiment sur des contenus de thought leadership, des prises de position sur des sujets qui intéressent leur cible. On n'est pas là juste à raconter ce que son produit fait, parce que ça, tout le monde fait. Et d'autres participent activement dans des groupes, des associations, des réseaux, mais tous ces endroits, tous ces groupes où leurs prospects passent aussi leur temps. Mais attention, et ça aussi c'est très important, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça avant de commencer à prospecter. Ça serait même ridicule en fait de se dire non mais il faut que je crée ma stratégie LinkedIn, il faut que j'intègre des réseaux, il faut que je fasse 3 salons et puis j'ai pas les bons contacts, je peux pas prospecter parce que j'ai pas tout ça. Alors si vous démarrez sur un nouveau marché, vous ne pouvez pas attendre 6 mois pour construire votre visibilité avant d'envoyer vos premiers messages à vos prospects. Ce que je dis, c'est que plus vous avez d'éléments qui jouent en votre faveur quand quelqu'un vous découvre, plus ces 5 secondes de jugement ont de chances de pencher de votre côté.
Donc, ça peut être que vous êtes actif sur LinkedIn et que votre profil a l'air sérieux. Ça, c'est un travail qu'on peut faire. Ça peut être que votre site web montre clairement que vous êtes une vraie entreprise, pas un vendeur de vent. Et l'appel à l'action sur votre site, le seul, c'est pas juste book a demo, parce que là aussi, vous allez perdre justement des prospects. Mais ça, c'est un sujet pour un autre épisode. Ça peut être peut-être quelqu'un dont leur réseau étendu a déjà interagi avec vous quelque part, ou peut-être vous sollicitez quelqu'un que vous savez qu'ils ont un réseau aux États-Unis et vous demandez une mise en relation. Ça peut être que vous avez publié des articles ou des études et que Google remonte tout ça quand il tape votre produit ou le problème que vous arrivez à résoudre avec votre produit parce que vous avez fait un travail de SEO pour le marché américain. Alors, vous n'avez pas besoin d'être le plus grand, le plus visible pour réussir sur le marché américain. Mais vous avez juste besoin d'avoir assez d'éléments qui rassurent pour que quand cette personne décide en quelques secondes si elle répond ou pas à vos messages, elle se dise « Ok, ça a l'air sérieux » au lieu de ouais, encore un vendeur que je connais pas qui me propose un truc, j'ai rien compris de ce qu'il fait, hop, poubelle. » Donc, la vraie question à vous poser cette semaine, c'est celle-ci. Quand vos prospects américains vont recevoir votre message, parce que vous allez les contacter, évidemment, vous n'allez pas attendre des mois pour tout avoir en place. Quand ils vont recevoir ce message, qu'est-ce qui va leur prouver que vous êtes pertinent et crédible? Alors, pas pertinent en général, mais pertinent pour eux maintenant. Si votre réponse est la qualité de mon mail ou parce que mon produit, il est techniquement supérieur. Oui, ok, parfois ça suffit. Vraiment. Si vous tombez pile au bon moment, si votre message est parfaitement calibré, si leur besoin est urgent, vous pouvez décrocher cette conversation. Mais là, c'est un peu comme lancer des fléchettes les yeux bandés. Vous avez effectivement une chance de frapper dans le mille, mais vraiment très peu. On a vu tout à l'heure, au début de l'épisode, les chiffres avec Thomas. 8 réponses sur 3500 contacts et pas un seul oui. Demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que je peux mettre en place, même des petites choses, pour que ces 5 secondes de jugement jouent plus souvent en ma faveur? Parce que votre fichier de 3500 contacts, oui, il a de la valeur, mais seulement si vous créez les conditions pour que ces portes s'ouvrent vraiment quand vous frappez. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de raconter, et honnêtement, je pense que vous êtes nombreux vu le travail que je fais au quotidien justement avec des entreprises françaises qui ciblent le marché américain. Si vous avez déjà investi dans l'enrichissement de données, dans des campagnes d'emailing, dans les séquences LinkedIn ultra optimisées, et vous avez quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui coince, c'est exactement ce genre de situation qu'on démêle chez Transatlantia. On va vous aider à comprendre comment créer ces éléments qui font que vos portes s'ouvrent au lieu de se refermer et vous trouvez justement aussi à quelle porte il faut frapper avant qu'on vous donne les clés pour entrer. Parce que le problème est rarement technique, il est stratégique et souvent il est aussi culturel. Mais ça, on sous-estime quasiment toujours. Donc, pour résumer, la question, ce n'est pas est-ce que vous avez beaucoup de contacts aux États-Unis? La question, c'est vraiment quand je contacte une de ces personnes, qu'est-ce qui joue en ma faveur? Et si vous voulez en discuter, je vous invite à vous rendre sur transatlantia.com pour prendre un rendez-vous avec moi. Et la semaine prochaine, on parlera de notre syndrome tenace, le syndrome du meilleur produit. Et là encore, ça va être un épisode basé sur une conversation récente, cette fois-ci dans le domaine médical. Mais je vous rassure, la leçon s'applique bien à d'autres domaines. Et avant de partir, si cet épisode vous a aidé, merci de laisser un avis ou quelques étoiles. Ça aidera d'autres personnes à trouver ce podcast et il paraît que ça fait vraiment une différence pour la visibilité des podcasts. Je vous remercie. C'était The Transatlantic Entrepreneur et je vous dis à très vite.